Salut tout le monde, je me lance ce matin. J'ai fait un genre d'ordre du jour de 2 pages recto verso, mais pas en ordre, ok? Alors, je veux juste vous dire qu'à l'ordre du jour aujourd'hui, il y a des sujets régionaux, il y a des sujets nationaux, il y a des sujets internationaux, il y a des sujets d'actualité, il y a des sujets de fond, puis il y a des sujets longs, puis il y a des sujets courts. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont je vais vous parler, je vais peut-être juste vous les mentionner, que ça a attiré mon attention, mais je ne veux pas commenter sur exactement chaque chose. Comme, on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout, mais on peut quand même réfléchir et j'allais dire consommer de l'information. J'aime pas beaucoup cette mentalité-là, mais s'informer tout simplement. Donc j'ai décidé de commencer par le régional parce que ça fait comme 2 semaines que j'en ai pas parlé du régional. Mais c'est délicat un peu les choses régionales en ce moment. Je pense que je vais pas commencer par le régional. Je pense que je vais commencer par la chose qui a le plus attiré mon attention. Je vais commencer par le sujet long cette semaine. Qui est le fameux sujet de la natalité. Alors, vous savez qu'il y a 3 semaines, je pense, ça fait une semaine ou 2 ou 3 maximum, je vous ai présenté là, les statistiques, en fait, de l'Institut de statistique du Québec sur la natalité, les naissances et les décès, avec la croissance de la population, que j'ai mis dans un tableau en parallèle, mais qui existe, là, indépendamment du tableau que moi j'ai fait, là, avec le calcul à bonne franquette que j'ai fait dans Excel, là, du taux de natalité puis du taux de croissance. Puis, c'est des statistiques qui m'interpellent beaucoup, là, parce que, évidemment, on a de moins en moins de bébés, on fait de moins en moins de bébés. Puis je pense que je suis vraiment pas la seule à me préoccuper de ça, hein, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle, puis c'est un sujet d'actualité constant, mais cette semaine, ça a vraiment fait beaucoup parler. Alors je vais pas vous rabâcher la tête parce que des fois qu'on entend trop parler de quelque chose, c'est comme pas assez, mais ça reste que c'était un sujet vraiment d'intérêt. Tout a commencé quand le PQ a présenté sa nouvelle candidate. Et là, comme je vous ai dit, je me suis pas nécessairement préparée à fond. Et je vais juste essayer de vraiment vite le chercher, mes candidates PQ. Qu'est-ce qu'on marque comme mot-clé? Doctorante, infirmière, maman, natalité. Tiens, là, j'ai marqué beaucoup de mots-clés là, pour qu'il me sait. Une experte dans la... Audrey Bugeaud. Bon, je l'avais écrit ailleurs, mais là, c'est un résumé mes notes. OK, donc le PQ présente Audrey Bugeaud, sa candidate dans Bellefeuille, OK, qui est doctorante en experte dans la famille, doctorant en sciences de la famille de l'Université du Québec à Ottawa, en Outaouais, qui est infirmière puis qui a 4 enfants. OK? Puis elle prend position pour dire qu'elle est d'accord là, avec l'idée que le PQ instaure des politiques pour encourager la natalité. Des politiques pour encourager la natalité. Alors, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour en parler, c'est une mère de 4 enfants, qui a un doctorat sur le sujet, puis en plus qui prend soin des autres. Alors, à mon avis, il n'y a pas grand monde de mieux placé que cette femme-là en ce moment pour parler de la situation. Bon. Moi, ce que j'ai attrapé au passage, c'était la montée de lait de Emmanuel Latraverse à Martineau. D'ailleurs, j'ai imprimé son article aussi à Emmanuel Latraverse qui s'appelle « Il paraît que je suis une trad wife ». Je vais le sortir, là. Il doit pas être si loin que ça, là, mais j'ai beaucoup de paperasse encore cette semaine. Puis, c'est ça, quand je donne mes cours aussi, là, j'ai beaucoup de paperasse. Puis, on dirait que... Bon. OK, il paraît que je suis une trad wife. J'ai imprimé ça du Journal de Montréal. OK, mais là, on la voit à Cube, qui est un peu outrée, dans le fond, du fait que, Monsieur Brouillette, j'ai pris des notes aussi sur lui, attendez, Xavier Brouillette, professeur de philo. Professeur de philo, à quel cégep, je me rappelle plus. J'ai pas tout noté. Voyez-vous, j'ai peut-être pas fait mon devoir dans sa totalité, mais comme je vous dis, c'est toutes des informations qu'on peut trouver facilement sur Internet. Bon, je l'ai noté quelque part, je le trouverai peut-être là. OK? Donc lui, prof de philo. OK? Puis, il va s'exprimer à Radio-Canada à l'émission de Marie-Louise Arsenault, Tout peut arriver. À propos de cette sortie-là de la nouvelle candidate du PQ. Puis, bon, c'est des propos de gauche. Clairement, c'est des propos de gauche. Bon, alors, Emmanuel Latraverse
dit que dans une société égalitaire, démocratique, on devrait être capable de débattre, que c'est donc terrible, Mais moi, après, j'étais allée écouter Xavier Brouillette. J'étais comme d'accord avec Emmanuel Latraverse sur le coup, tu sais. Je me disais, ça a bien du bon sens ce qu'elle dit, ça effectivement, tu sais. Faut pas démoniser les propos de cette personne-là. Bon, en disant, en fait, en citant certaines choses qui ont été dites, OK? Entre autres, on a Marie-Louise Arsenault qui parle du contrôle de l'utérus, qui parle de l'époque de la Grande Noirceur. C'est les propos à mon avis, de Marie-Louise Arsenault qui était plus controversé encore que ses propos à lui, Xavier Brouillette, qui parlait d'expropriation des femmes de leur corps. J'ai de la misère à matin. Pas tout à fait réveillée. OK, j'ai pris 2 pages de notes, en fait. J'ai vraiment écouté attentivement tout ce qu'il a dit, OK? Bon, comme je vous dis, c'est des propos de gauche. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Mais je trouve pas qu'il est irrespectueux. Je trouve pas qu'il empêche les autres de débattre. Il dit justement qu'il est là pour poser des questions, qu'il pose des questions. En fait, il est là pour faire un peu l'avocat du diable, à mon avis. Il est pas là outré, scandalisé. À mon avis, c'est plus Emmanuel Latraverse qui est un peu en hystérie, puis je la juge pas parce que je suis une femme, elle est émotive, c'est correct, elle montre ses émotions à la télé, j'ai rien contre ça. Mais, je veux dire, la gauche, ils ont le droit de parole aussi, là. On peut être d'accord ou pas avec la gauche, mais ils ont le droit de parole, ces gens-là. Tu sais, alors, bon, il disait que le revers de la natalité, c'était l'immigration. C'était ça, qu'on blâmait l'immigration de la crise du logement, de ces choses-là. Bon, il y avait plusieurs choses sur lesquelles on pouvait se positionner puis réfléchir. Puis effectivement, sa prise de position a fait en sorte qu'on s'est mis à en parler, qu'on s'est mis à en débattre, en fait. Puis ensuite, j'ai écouté aussi ce qu'avait à dire Marois Risky, OK, qui elle aussi est mère et doctorante. OK, qui était d'accord, en fait, qu'on puisse encourager les politiques natalistes. Mais il y avait quand même des questions, tu sais, qui se posaient, à savoir jusqu'où le politique doit-il se mêler de sexe, tu sais. Bon. Moi, pour ma part, ce que j'ai à dire là-dessus, parce que j'écoute un peu tout le monde, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est, premièrement, est-ce que c'est vraiment l'affaire des femmes? Parce qu'avoir un enfant, oui, la femme le porte, l'enfant, oui, l'enfant le met au monde, l'enfant, oui, la femme l'élève, l'enfant, finalement, la femme fait tout avec l'enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend une décision d'avoir un enfant, c'est une décision de famille. Okay? Donc, ça concerne les hommes aussi, cette question-là. Donc, à mon avis, c'est un débat qui concerne pas seulement les femmes. Puis, l'autre chose, c'est que je suis assez d'accord avec Marois Risky qui dit que l'émancipation des femmes, en fait, c'est d'être capable de choisir. Hein? Puis, c'est un peu ce que je vous exprimais il y a quelques semaines là, dans la fameuse vidéo où je vous parlais là, de l'étude là, qui était faite par... bon, là, j'ai un problème de mémoire, mais... Ipsos. Puis, on avait Sol Zanetti, en fait, qui disait qu'on était dans un recul parce que, bon, les hommes voulaient que les femmes restent à la maison, puis tout ça, puis obéissent à leur mari. Bon, c'était ce qu'il y avait dans les sondages de la nouvelle génération. Mais moi, j'expliquais que dans la vie, on évolue puis on intègre le niveau précédent. J'avais appris ça, en fait, parce que moi, à l'époque, je m'intéressais à l'énéagramme des personnalités. Bon, j'avais 18-19 ans, je me suis intéressée à ça pendant 20 ans. J'ai quand même creusé beaucoup cette question-là. Mais l'Institut français de l'énéagramme, qui ont été mes professeurs, en fait, ils ont développé un autre enseignement qui s'appelle la théorie, en fait, c'est la théorie des vies mêmes. La théorie des vies mêmes, qui explique finalement les niveaux de fonctionnement. Des niveaux de fonctionnement, de sorte, la spirale dynamique, ça s'appelle, puis c'est basé sur les travaux d'un chercheur dont j'oublie le nom en ce moment, mais on pourra le googler aussi, on pourra le googler. Bon, voyez-vous, j'ai pas toujours prévu ce que j'allais vous dire. Spirale dynamique de Show Must Go On, comme on dit. Je vais arrêter de me justifier. Spirale dynamique, l'auteur. Don Beck. Bon, ok. Donc, on évolue par stade, mais chaque stade inclut le niveau précédent. C'est une réflexion, en fait, que j'ai pas approfondie, mais que j'aurais pu approfondir si j'avais continué mes cours avec ces gens-là. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent. C'est pertinent de prendre conscience que
Ben oui, on a le droit de choisir d'avoir des enfants ou pas. Maintenant, on a la contraception, on a le droit de travailler, on a tout ça. Mais ça reste que avoir des enfants, puis j'étais d'accord avec Marois Risky, c'est pas une question de produire. C'est pas une question de produire. Alors, il y avait ces mots-là qui étaient prononcés par Xavier Brouillette. Mais il y avait quand même des questionnements légitimes aussi, tu sais, à savoir est-ce qu'on veut justement comme faire des enfants dans une logique capitaliste, pour alimenter le système de productivité, tout ça. Mais Marois Risky, elle a bien dit qu'elle faisait des enfants par amour, pour donner la vie. Alors moi, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est un geste sacré. C'est un geste sacré. Alors, c'est un peu ce que je déplore, moi, de la gauche en général. OK, c'est toujours comment je pourrais dire, d'aseptiser un peu toutes les questions. Puis d'enlever l'âme, finalement. C'est ça que j'aime pas de l'obsession de la laïcité. Justement, je suis allée magasiner dans une librairie chrétienne proche de mon lieu de travail, puis j'ai acheté une Bible. Parce que j'en avais plus, puis je trouve que c'est quand même de beaux enseignements. Je veux dire, ça fait quand même partie de notre patrimoine culturel. Puis j'ai eu ma phase aussi, parce que moi, j'étais un peu comme Picasso dans mes phases. Je me compare pas à Picasso, là, qu'on s'entende bien, mais ce que je veux dire, c'est que Picasso, il y avait des phases. Moi, je suis un peu de même aussi, dans ce sens-là. J'ai des phases. Tu sais, j'ai eu ma phase énéagramme, après j'ai eu ma phase rêve, puis après j'ai eu ma phase religion. Tu sais. Dans ma phase religion, ben c'est ça, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Tu sais, pas en ordre, mais je lisais beaucoup la Bible. Puis, j'ai réalisé que c'était un bouquin fort pertinent, fort enrichissant, qui pouvait nous guider sur nombre de questions, tu sais. Puis, entre autres, tu sais, je pensais récemment, là, j'avais la parabole, enlève la poutre de dans ton œil avant d'enlever la paille dans la mienne, tu sais, je pensais à ça. Je trouvais que c'était sage. Il y a beaucoup de sagesse, dans le fond, c'est un livre de sagesse. Bon, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit catholique ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit musulman, qu'on soit hindou, peu importe, ok? Je veux dire, ça reste que si justement on est laïque, on peut s'intéresser à la religion comme un enseignement qu'on peut intégrer, ben, peut-être parallèlement ou avec d'autres enseignements. Bon, dépendamment comment on le voit. Mais ici, ce que j'aime pas, c'est qu'on a dénué la création, hein, la création qui est un peu le geste sacré fondateur de la vie humaine. Bon, on l'a désacralisé, puis on en a parlé d'une manière qui est très ancrée dans ce système justement capitaliste-là. Le contrôle de l'utérus, juste cette expression-là, c'est tellement sans âme, c'est tellement sans âme. Alors, tu sais, c'est ce que j'aime pas, moi, personnellement, de la gauche. Quand on enlève par exemple, on veut, c'est bien d'être inclusif. Par exemple, l'écriture épicène, puis tout ce qui concerne la reconnaissance de l'ambiguïté de genre, si on peut dire. C'est bien d'être inclusif, de reconnaître qu'il n'y a pas juste une façon de concevoir l'identité de genre, l'identité sexuelle, c'est bien. Mais en même temps, quand j'entends des choses comme, celle qui a des règles pour désigner la femme, entre guillemets, je trouve que ça va trop loin, à mon avis. Il faut quand même respecter un peu, pour moi, la nature. Alors, je m'exprime à droite un peu à ce moment-là. Peut-être pas sur tous les sujets aujourd'hui, mais à ce niveau-là, je trouve que c'est une politique, c'est une question qui se pose de dire si les femmes veulent avoir deux enfants, puis elles peuvent en avoir qu'un, ok, en gros, pour faire un résumé des statistiques, là, vous irez les voir les chiffres exacts, là, 2.1, 1.3, bon. Il faudrait quand même favoriser qu'elles veulent en avoir. Alors, oui, on a été à un moment où on voulait avoir le droit de travailler, on voulait avoir le droit de ne pas être des esclaves collés au poil, comme on a dit dans les conversations de la semaine. Mais aujourd'hui, on a le choix. On a le choix. Alors, moi, malheureusement, j'ai pas eu d'enfant, puis j'en aurai pas non plus parce que j'ai 49 ans, puis il est trop tard. Il est trop tard pour moi pour avoir des enfants. J'aurais beaucoup aimé avoir des enfants. Moi, personnellement, j'ai une admiration sans borne pour les femmes comme Mawasaki, puis pour Audrey Bugeaud, qui ont fait le cheminement d'avoir des études universitaires poussées, une carrière politique, notamment, puis être mère de famille. Moi, personnellement, j'aurais pas été capable de concilier ça parce que j'aurais pas été capable de laisser mes enfants à la garderie. J'aurais pas été capable, mais ça, je le savais depuis le début. J'aurais pas été capable de vivre le divorce ou d'avoir une famille reconstituée comme la 99,9% des gens que je connais, en fait.
J'aurais pas été capable de vivre ça. Pour moi, la famille, c'était sacré, puis c'était comme si j'avais des enfants, ça aurait été extrêmement, extrêmement, extrêmement prioritaire pour moi. De sorte que j'aurais pas travaillé. Donc, moi, j'ai rentré dans un modèle qui était justement de dire, ben moi, si j'ai le goût de rester à la maison, de m'occuper de mes enfants, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? T'sais, parce que moi, j'irais pas travailler pour laisser mes enfants, c'est se faire élever par une autre, OK? Qui, elle, aussi donne ses enfants à une autre pour les élève par une autre. Alors, c'est un peu absurde pour moi, les femmes sur le marché du travail. Bon, des fois, je dis ça, je me fais traiter de rétrograde. Mais en fait, c'est pas le fait que je veux coller les femmes au poing, c'est que moi, si je veux, je peux y aller travailler, mais si je veux, j'ai le droit de rester à la maison. Donc, on sait maintenant qu'on en est là. Et puis, à mon avis, c'est un choix de couple. C'est un choix de couple, c'est un choix de famille. Et puis, si le gouvernement allège le fardeau financier des familles, ben, c'est génial, en fait, d'encourager la natalité. Bon, après, de dire que c'est justement des politiques un peu nationalistes, bon. Je trouve que c'est de mauvaise foi de dissuader, en fait, la procréation, tu sais. Bon, j'ai un discours un peu religieux à ce niveau-là, peut-être plus conservateur, oui, mais par contre, je trouve pas que c'est terrible, puis c'est outrancier là, de la part de Xavier Brouillette, qui apporte des questionnements, puis qui fasse l'avocat du diable. Je pense que j'étais d'accord avec Emmanuel Latraverse qui disait on doit avoir une droite forte, on doit avoir une gauche forte, on doit avoir un débat d'idées, mais moi je trouve qu'il se situe dans un débat d'idées, là, il se situe pas dans une dictature, tout ça. Il l'a clairement dit, c'est ça, qui apporte un questionnement, donc... Bon, après, c'est ça. Il y a un peu paradigme. Bon, paradigme, c'est un bien grand mot, mais un paradigme, c'est comme un ensemble de valeurs, puis un ensemble de concepts qui a une cohérence interne. Hein? Alors, tu sais, il y a toute une cohérence, il y a toute une logique dans les valeurs, justement, puis le vocabulaire, là, c'est ça, de gauche, comme je vous disais, un peu désacralisé, qui aseptise un peu les concepts, à mon avis. Mais bon, j'irais pas de là à jeter du revers de la main là, les objections qui ont été apportées quand même par la droite, parce que c'est vrai qu'on peut rentrer dans une ingérence politique qui finalement remplacerait celle de l'Église. À mon avis, on est un peu là, même pendant la pandémie, etc. Alors, tu sais, avant, c'était le clergé qui disait aux femmes « ayez des enfants ». Puis là, on n'a plus de clergé, mais les gens, ils aiment ça s'en remettre à une autorité. Alors, je sais pas si vous avez écouté, j'écoutais encore Stéphane Bureau, j'écoute régulièrement Stéphane Bureau. J'avais des choses à dire sur ce que Stéphane Bureau a dit, un invité qu'il y a eu la semaine passée, j'avais pas terminé, là, mais il a reçu un prof d'université québécois qui travaille au Kazakhstan, je crois. Puis, c'est ça, ils ont eu des propos là, pertinents sur plusieurs sujets, mais là, je me rappelle plus où je m'en allais avec ça. J'étais un peu fatiguée aujourd'hui parce que je me suis réveillée à 4 heures, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé en fait que j'étais dans la rue, puis là, je marchais dans la rue, puis je regardais voir s'il y avait des... Bon, en tout cas, c'est un autre sujet, là. C'est un autre sujet. C'était pas un beau rêve, OK? Fait que, tout ça pour dire que, j'aurais pas dû vous compter ça, ça n'avait pas vraiment rapport, mais... Bon, il y a des mots qui ont été... Il y a des mots qui ont été évoqués comme tradwife, puis... c'est ça, de la part d'Emmanuel Latraverse. Bon. OK, alors, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, là. C'est le sujet qui m'a le plus intéressé cette semaine. Parce que, justement, je trouve que c'est important qu'on fasse des enfants, puis qu'on les crée, qu'on les produise, ou que ce que la gauche, que la droite disent, l'important, c'est qu'on se reproduise. Puis, si on n'est plus capable, parce que le coût de la vie est trop élevé, ça devient... c'est un risque de génocide quand même d'une nation. Il faut quand même se poser des questions. Là. Je pense que le Parti québécois il fait juste sa job. Puis il n'y a rien comme Emmanuel Latraverse disait, il n'y a rien d'outrancier à avoir des positions à droite puis des positions à gauche. Puis il faut en débattre. Mais il faut qu'elle aussi elle accepte que les autres n'ont pas nécessairement la même idée qu'elle. Là. Ça me paraissait clair. Bon, OK, on ferme le sujet de ça. J'ai eu des commentaires désobligeants la semaine passée sur 2 sujets. Il y avait Marceau qui m'avait commenté parce que on avait parlé de la gang de Jean-Philippe Vautier puis Olivier Nickel. Là, ça va revenir sur le sujet aussi avec Martineau cette semaine, mais bon, il y avait eu comme un peu des menaces là, de la part de Martineau la semaine passée, puis j'avais fait un commentaire parce qu'il y avait une faute dans le nom à Jean-Philippe, puis j'avais fait un commentaire là-dessus, mais je pense que ça a été corrigé sur la page de Martineau, là. Mais c'est ça, Marceau, il avait entouré en gros la faute, puis tout ça. Puis après, il m'avait dit
j'avais souligné la faute, puis il m'avait dit besoin de repos, besoin de vacances prolongées, tu sais. Puis là, j'étais comme, bah, je peux prendre des vacances pendant 10 ans si vous voulez. J'en sors de 10 ans, puis j'ai écrit à quelque part, désolé, je suis blonde, puis c'est irréparable, là, il se passera rien, je guérirai jamais de ça, même si je prends 25 ans de repos, là, vous allez devoir m'endurer tel que je suis. Puis j'avais tellement trouvé ça misogyne, son commentaire. Je trouve tellement ça, c'est du gaslighting pour moi, là. C'est comme, tu t'exprimes, puis là, on essaie de te faire passer pour, ben, un peu malade mental, là. Tu sais, c'est ça un peu l'agenda, là, c'est de te faire sentir illégitime. Puis, j'avais commenté aussi, concernant, c'était, attendez, j'essaie de me rappeler, là, Martineau, encore une fois, j'envahis de Martineau sur mon fil Facebook, là, pour le meilleur et pour le pire, là, c'est ça que j'ai dit la semaine passée. Qui parlait en fait, là, il y avait eu un homme qui avait été assassiné par une femme, puis là on disait, ben on devrait parler de homicide avec 2 M, puis masculinicide, tout ça. Puis j'avais fait un commentaire en bas d'un post à ce sujet-là, j'avais écrit, ben peut-être que certains courent après, tu sais. Peut-être que certains ont couru après. Puis là, j'ai fait référence au film Les Nuits avec mon ennemi avec Julia Roberts. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, Les Nuits avec mon ennemi. Ben, le gars, il est complètement toc, là. Sa femme, elle sauve, puis il est violent avec elle terriblement, puis elle se refait une vie, elle change d'identité, elle réussit à s'enfuir, puis finalement, il la retrouve à la fin, genre, puis lui, il est toc ben raide, il place toutes les choses vraiment droites, tu sais, dans son armoire, mettons, il n'y a rien qui est de travers, puis là, elle se rend compte qu'il est venu chez elle, parce qu'elle ouvre ses armoires, puis elle sait qu'il est là, parce que toutes ses affaires sont rangées vraiment trop clean, là, tu sais. Puis là, ben, il arrive avec un fusil, puis finalement, c'est elle qui le tue, ou elle a un fusil, puis c'est elle qui le tue à la fin. Bon, alors, il y avait des commentaires, c'est ça, tellement désobligeants qui ont été écrits par un type quelconque, là, tu sais, qui a dit, qui m'a traité de soco, puis bon, tu sais, je veux dire, je prends pas ça personnel parce qu'il y a tellement de femmes, puis d'hommes aussi, là, mais je veux dire, il y a tellement de haine, justement, gratuite sur les réseaux sociaux, c'est tellement gratuit, c'est tellement gratuit de dire ça, tu sais. Je veux dire, l'autre traité de soco, puis dans le fond, ce qu'il disait, ça justifiait exactement ce que je disais. T'sais. Puis là, il y avait une amie qui a republié un article qui a été publié dans la presse sur le film Thelma et Louise qui va être présenté au Festival de Cannes. Puis on appelait, dans le titre de l'article, on parlait de féminisme désespéré. Puis on réinterprète en fait le film Thelma et Louise à la lumière d'aujourd'hui, puis il y avait en fait des expériences d'agression sexuelle de la part de l'auteur. En fait, c'est un peu un fantasme finalement, c'est ce que j'ai compris en lisant l'article de cet auteur-là, qui à un moment donné s'est fait insulter par un homme plus vieux qu'elle, puis qui lui a dit, tu sais, j'aimerais ça que tu me suces, puis elle a fini par lui dire, tu sais, moi j'aimerais ça t'exploser la gueule, tu sais, puis c'est un peu ce qu'elle a réalisé dans son film, dans son fantasme, tu sais, irréversible. Mais je pense que je veux dire, sans animer la hargne et la colère des femmes, je veux dire, je pense qu'à un moment donné, tu sais, faut que les gens réalisent qu'à un moment donné, ça se peut que les femmes se fâchent, là. À un moment donné, ça se peut qu'il y en ait une qui se fâche. C'est un peu ça que je voulais dire. À un moment donné, c'est normal, ça se peut qu'il y en ait une qui se fâche. Concernant l'histoire, je l'ai pas suivi, cette histoire-là, puis je peux aller voir l'article, puis j'irai pas non plus voir l'article. Je sais pas c'est quoi le fond de l'histoire. OK? Donc, je m'exprimais pas sur ce cas-là en particulier, je m'exprimais en général pour dire, ben, ça se peut qu'une femme, à un moment donné, se fâche, tu sais. Parce que là, il y en avait la policière de Mohamed Bekali, là, qui s'en prenait plein la gueule. J'avais une colère énorme quand j'entendais ça, j'avais une colère énorme. Puis pas longtemps après, j'ai même pris parole contre Sol Zanetti. Alors c'est ça qui me fait un peu battre triper, c'est que quand je prends position contre la gauche, après il y a beaucoup de choses qui arrivent qui me font réaliser que une chance que la gauche est là pour la justice sociale, une chance que la gauche est là pour ceci, pour cela, pour le droit des femmes, puis une chance qu'ils parlent la gauche, parce que sinon, il y aurait peut-être de l'abus à quelque part, là. Fait que moi, je me suis fait agresser pas longtemps après par un type. Puis, il était vraiment haineux aussi, là. Puis, il me traitait de tous les noms, puis de crise de folle, puis je sais pas quoi. Puis, à un moment donné, j'aurais pu être agressive aussi, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'à un moment donné, il y en aura peut-être une qui sera... Tu sais, qui aura plus rien à perdre, là, puis qui va décider que, elle se fâche. Elle se fâche aussi. Donc, je veux pas encourager ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'avais lu un livre sur les femmes meurtrières. Les femmes qui tuaient. Puis ce qu'il disait, c'est que quand une femme tue, normalement, c'est pour faire arrêter la souffrance. Alors souvent, quand les hommes font du mal, ils ont plus de sadisme que les femmes. C'est ça qu'il expliquait.
que souvent les femmes tuent par protection, par amour en fait, pour protéger. C'est un peu l'histoire du film Les Nuits avec mon ennemi. Fait que je voulais dire ça quand même, tu sais, qu'on peut avoir de la colère quand même comme femme aussi, puis on peut trouver qu'à un moment donné, il y a des limites, là. Il y a des limites à un moment donné, là, tu sais. Il y a des limites. Justement, parlant de limites, il y a Martineau qui est très très loud en ce moment. Il est vraiment très loud. Il écrit des gros posts avec des grosses majuscules, des attaques, de l'intimidation. Moi, je suis pas toujours d'accord avec Olivier Niquet, puis je l'ai dit, mais j'ai trouvé qu'il y a comme une genre de haine tout à coup, là, tu sais, alors que je pense qu'Olivier Niquet, il fait juste se moquer gentiment, là, tu sais, oui, il est critique, oui, il est un peu condescendant, oui, des fois, il est pas drôle, tu sais, des fois, il va trop loin, à un moment donné, bah, c'est sûr que c'est correct que les gens, ils s'expriment à ce sujet-là aussi. J'ai mis un post, là, de quelqu'un qui parlait de lui, à son émission de radio qui disait qu'Olivier Niquet, tu sais, connaissez-vous Olivier Niquet? C'était très, 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 très méprisant, puis les propos étaient très méprisants, j'ai pas aimé ça. Puis c'est un peu le ton là, que Martineau il a comme adopté là, envers Olivier Niquet puis Jean-Philippe. Quoi qu'ils aient, je veux dire, je veux pas prendre la défense de ces gars-là, puis défendre Jean-Philippe non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les attaques personnelles puis gratuites, c'est tellement rendu bas, on va jouer cochon, puis ça devient propagandiste, à un moment donné, ça devient tellement minable et misérable. Je l'ai dit la semaine passée, mais encore une fois cette semaine, on avait un Martineau qui était très, 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 très bruyant, genre très agressant. J'ai vraiment pas aimé son ton cette semaine. Par contre, j'ai lu son article. Est-ce qu'il faut attendre qu'une prof se fasse tuer, tu sais? Bon, quelque part, je me dis, il prend notre défense, tu sais, à nous les profs. Récemment, je suis allée faire de la suppléance dans des écoles. Dieu m'en libère, là, c'est terminé, mais je trouvais que les enfants, ils étaient pas comme avant, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas que j'avais peur, parce que justement, je sentais que j'étais capable de mettre une certaine autorité. Mais je sentais que, au niveau de la société, de l'acceptabilité sociale, de l'autorité que j'allais imposer, j'allais pas nécessairement être baquée dans mon autorité. T'sais. Puis ça devient un problème vraiment grave. Alors, quand Martineau, il blâme les parents, parce qu'il donne plusieurs grands titres de journaux en France qui sont quand même assez troublants, là, tu sais. Accrochez votre tuque avec la broche, un enfant de 7 ans menace un directeur et un employé d'une école avec un couteau, une enseignante a été poignardée, une professeure violemment prise à partie, une professeure victime de jet de cailloux, un jeune garçon masqué, muni d'un couteau de chasse a tué une collégienne. Bon, ok, il y avait un tout paquet de titres quand même, une dizaine, facile. Ben, c'était quand même grave, là. C'était quand même très, 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 très grave, tu sais. Je peux même pas dire quand même grave, c'est extrêmement grave. Et quand ils blâment les parents, tu sais, de manquer d'autorité, finalement, c'est là que je veux dire que je me situe pas assez à droite par rapport à ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, la société est responsable de ce qui se passe. C'est que toi, comme parent, tu veux mettre de l'autorité, mais il y a aussi une pression sociale. Il y a une pression sociale, puis le problème, c'est le groupe. Le problème, c'est pas les individus, à mon avis. Le problème, il se situe dans le groupe. Puis, c'est ça, quand t'es à l'école, si t'es un prof, tu peux plus parler à un élève. Tu sais, tu peux plus être autoritaire avec un élève parce que là, t'as la direction, t'as les autres profs, t'as les parents, t'as les éducateurs spécialisés, t'as ci, t'as ça. Puis, t'as toute la société qui va dire, là, fais attention, dis pas ci, dis pas ça. Fait que les enfants sont agressifs. Puis, c'est clairement que ça n'aurait pas marché avec moi, là. C'est clairement que ça n'aurait pas marché avec moi. Mais, j'ai pas senti que c'était normal, leur comportement. Puis, je l'ai dit déjà ici, là, que ils étaient pas bien, les enfants. Puis, clairement, que c'est pas de leur faute. T'sais, alors, un jeune de 16 ans qui se promène avec un couteau, c'est pas lui qui est responsable. Oui, c'est ses parents, mais c'est parce qu'à un moment donné, s'il y en a 10 qui font ça, c'est plus le parent, tout pris individuellement. Les parents, ça devient un problème social. Mais quand c'est un problème social, c'est plus l'individu qui doit se remettre en question seul, là. C'est plus, moi je fais mon affaire, puis toi tu fais ton affaire à côté. Non, c'est en tant que société où est-ce qu'on est rendu. Puis des gars comme Gabriel Nadeau-Dubois, il en apporte des réflexions à ce sujet-là, je trouve qu'ils sont plus constructives que, oui, il faut qu'on se pose des questions comme parents. Oui, je suis pas parent, mais je veux dire comme adulte, comme figure d'autorité, comme modèle qu'on donne aux jeunes. Ce qu'on tolère, ce qu'on accepte, faut quand même se positionner.
Mais ça va plus loin, à mon avis, que le simple choix individuel. À mon avis, il fait fausse route. Martineau à ce sujet-là. Bon, j'y vais, comme je vous dis, en ordre de ce que j'ai sur ma feuille, mais c'est pas nécessairement en ordre logique. J'ai vu, juste en passant, sur le site de l'Institut de statistique du Québec, j'ai pris une capture d'écran de ça. Ça dit statistiques fiables, objectives, pertinentes sur la société québécoise. Je l'ai dit l'autre fois, j'ai quelqu'un à qui j'ai posé des questions sur des statistiques de Statistique Canada, puis on m'a dit les statistiques sont fiables. Je sais pas si c'était une ironie. Plus ça va, plus je me dis c'était vraiment de l'ironie, j'ai pas catché, là, tu sais. Genre, c'était comme les statistiques sont fiables, tu sais. Que ce soit Statistique Canada ou Institut de Statistique Québec, est-ce qu'on a besoin, quand on s'appelle Institut de la statistique du Québec, de dire qu'on présente des statistiques fiables et objectives? Parce qu'une statistique, par définition, c'est fiable et objectif, c'est une statistique. Pertinent, ben, est-ce que tu as besoin de dire ça quand tu t'appelles Institut de la statistique québécoise? C'est comme un peu la propagande. C'est comme un peu un de mes amis qui m'avait raconté une fois, il dit ma mère est arrivée chez nous, il y avait 14 ans, on était adolescents. Ma mère est arrivée chez nous, elle m'a dit non, j'ai pas pris de coke, j'ai jamais demandé ça. Dans le fond, c'était un désaveu, tu comprends? Fait que moi, de dire ça, statistique fiable, objective et pertinente, c'est comme t'es-tu en train de me dire qu'il faut que je doute de tes statistiques parce que j'en doutais pas avant que tu me propages ce message-là comme quoi tes statistiques t'es fiable. Bon, moi, ça m'a enlevé de la crédibilité à l'ISQ de me faire dire ça, clairement. Aussi, on a vu Christine Fréchette là, dans un post Facebook là, qui disait comment elle était heureuse, que sa vie est un grand ballet orchestré dans lequel elle a rien à faire finalement. On la porte. Moi, j'ai de l'admiration pour ces femmes-là qui ont enfanté justement dans l'abandon total. Malheureusement, j'ai peut-être un côté plus masculin et contrôlant. Moi, je serais pas capable de me faire balloter genre de droite à gauche sans avoir mon mot à dire. Avec tout ce que j'ai vu du crime organisé depuis les dernières années, non, je croirais pas que n'importe qui va organiser mon horaire puis que c'est pas moi qui va organiser mon horaire. Mais je comprends que quand t'es rendu à ce niveau-là, tu peux pas tout faire, tu peux pas contrôler, il faut que tu délègues. Mais ce que je voulais dire, c'est comme type anticorruption, bah des fois les criminels, ils peuvent passer par les procédures pour contrôler. C'est ça que je veux dire. En agissant sur les procédures, ils se trouvent à contrôler le contenu. C'est un peu ça. C'est un peu ça que je veux dire. Je veux pas dire... en tout cas, c'est un peu ça que je veux dire. Je veux pas nier ce que j'ai à dire. Je veux pas me gaslighter moi-même, justement. Je veux pas me gaslighter moi-même. J'ai suivi cette semaine là, le fameux dossier là, du Bloc québécois qui demandait des subventions là, pour... de l'aide là, pour les médias de l'Abitibi-Témiscamingue à cause de la décision du CRTC de 2025 là, qui était dans le fond de redistribuer un montant, rediviser un montant en plus de parts, plus de pointes de tarte comme on dit. J'ai rien à vous dire exactement à ce sujet-là. Je veux juste vous dire que je suis un peu ce dossier-là parce que ce qui me préoccupe en arrière de ça, justement, c'est toujours le monopole des GAFAM puis l'oligarchie des GAFAM. J'ai lu beaucoup là-dessus aussi cette semaine, puis... ça me préoccupe l'indépendance des médias, puis qu'on ait des médias locaux, régionaux. Moi, je suis une fille du Saguenay, puis je veux dire, l'indépendance des médias de l'Abitibi-Témiscamingue, ça m'importe vraiment beaucoup, parce que ça me tente pas que ce soit les GAFAM qui contrôlent tout. Mais en même temps, s'il y a une crise des médias, puis s'il y a de plus en plus d'influenceurs, puis de gens sur les médias sociaux, c'est parce que, il y a eu un abus de la part des médias. Tantôt, je vous disais, avant, c'était le clergé qui disait... comment faire puis quoi faire. Puis maintenant, c'est rendu le politique puis le pouvoir médiatique qui dit aux gens quoi faire. Par exemple, pendant la pandémie, c'était les médias qui disaient puis on n'avait pas le droit de les contredire, puis on n'avait pas le droit de contredire l'OMS, puis on n'avait pas le droit, même qu'on avait des arguments scientifiques ou qu'on avait des questionnements légitimes, on n'avait pas le droit de parler contre les médias. Fait que les médias sont devenus autoritaires, sont devenus conformistes, comme disait l'invité de... Stéphane Bureau cette semaine, Franz-Olivier Giesbert, que j'ai pas encore écouté, dont je me suis pas fait une idée encore, mais j'ai un drôle de feeling par rapport à ce podcast-là. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose encore, j'ai pas... je sais pas si je veux parler de lui, je sais pas si je veux l'encenser, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi. J'ai une petite réserve pour l'instant. Il y a une arrogance, je sais pas, là, Stéphane Bureau, il avait l'air à trouver que c'était la 8e merveille du monde. Moi, j'étais pas trop sûre non plus.
c'est qui ce gars-là? Bon, il avait l'air à donner des bons conseils, à dire aux journalistes, essayez pas de faire carrière, essayez d'être honnête, dire la vérité. Mais justement, c'est ça que je voulais en venir, tu sais. La vérité, c'est bien beau, mais c'est pas si facile à dire que ça. C'est pas si facile à dire que ça, la vérité. Tu peux essayer, puis, je suis encore en train de lire le livre Les Sociétés secrètes de Jean-François Guéraud, que j'ai pas terminé. Je lis plusieurs livres en même temps, moi, dans la vie. Puis, au moment où je me suis assise pour lire le livre hier, il y a quelqu'un qui est passé dans la rue puis qui a dit « Ta gueule! T'as-tu compris? Ta gueule! » C'était quand même une drôle de coïncidence, c'est qui m'a comme jeté un genre de froid, puis genre, j'étais comme mal à l'aise, puis j'ai pas été capable de relire le chapitre. Parce que le chapitre parlait des rituels, des sociétés secrètes, tu sais, qui fait en sorte que, on peut se fermer la boîte, là, pour de bon, là, tu sais, quand on prête serment, finalement, d'allégeance à ces sociétés-là. Et, moi, j'avais un malaise énorme, là, tu sais, avec beaucoup de choses en ce moment. Puis, j'ai essayé de dire des choses. Notamment, cette semaine, je me suis informée sur Bill Gates, parce que Bill Gates, c'est un personnage controversé, s'il en est. En 2020, tu pouvais pas dire rien contre Bill Gates. Puis, j'avais trouvé un article que j'ai fait réimprimer récemment, qui s'appelle Not Many Speak Their Mind to the Gates Foundation. C'est un article qui a été écrit par une femme du Seattle Times. Vous savez que Bill Gates vient de Seattle. Sandy Doughton, OK? En 2008. Bon, c'était... Je sais pas si c'était basé... Non, c'était pas basé là-dessus. Mais il y a Chilling Effect. Bon, en fait, le cœur de mon intervention, c'est le Bill Chill. Le Bill Chill qui consiste à une sorte d'omerta dans le fond, t'sais, parce que Bill Gates, il donne beaucoup d'argent, il achète un peu la loyauté des gens. Bon, je résume énormément, mais je m'intéressais à ça pendant la pandémie, en 2020, t'sais. J'avais lu un article, je vous ai sorti des vieilles affaires des boulamites, là. Bill Gates a-t-il trop d'influence sur l'OMS? Ça avait été publié par Swiss Info. Bon, j'avais lu ça. Bon, je m'étais intéressée à ça. Je veux pas démoniser Bill Gates, mais là, on a appris d'autres choses sur Bill Gates. On a appris qu'il y avait des affiliations avec Epstein, tout ça. Alors là, on dirait que, comme disait, j'ai commandé le livre. C'est pour ça que je voulais parler de mes suggestions lecture aussi. Fait que je suis un peu là-dedans, là, en ce moment. J'ai commandé le livre The Gate Problem. Je sais pas s'il est pas loin, ma capture d'écran, là. Je sais pas si j'ai le livre, là. Ici, là. En tout cas, bon, c'est un livre qui s'intéresse, en fait, au mythe du bon millionnaire, du bon milliardaire, devrais-je dire. Puis ça a été écrit par Tim Schwab. Bon, c'est un livre qui a été controversé, mais bon, j'ai commandé ce livre-là. Je vais quand même le lire. Okay, je m'intéresse au personnage de Bill Gates depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de dire des choses. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai fait une critique d'un article qui était paru dans Le Monde. Okay, d'ailleurs, on sait que Bill Gates, il a subventionné le Monde Afrique. Okay? Il a donné de l'argent au Monde d'Afrique. Puis, j'ai essayé de critiquer un article qui était paru dans Le Monde qui parlait de Bill Gates, mais pas dans le but de salir la réputation à Bill Gates, mais dans le but de faire une critique honnête de Bill Gates. Bon, mon vidéo il a été retiré en disant que j'avais pas le droit de me prononcer contre les autorités sanitaires, mais dans le fond, c'est une critique de l'article puis de Bill Gates. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais j'avais pas le droit de faire ça. J'avais pas le droit de parler contre Bill Gates. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup commencé à m'intéresser à ce phénomène-là du Bill Chill. OK, puis il y a été beaucoup de moments qu'il y a eu des choses que j'essayais de faire, que j'essaie de faire depuis 5 ans. Puis, comment je pourrais dire... Le crime organisé m'a envoyé un message à un moment donné que je perdais des plumes. OK, il y a un oiseau qui a été plumé dans un endroit où est-ce que je fréquentais de près, là, tu sais. Puis, c'est comme tu perds des plumes. Tu sais, tu perds des plumes. Fait que j'ai perdu des plumes en 2020-21, quand j'étais à Toronto, puis j'essayais d'enquêter de façon libre parce que j'appartenais à aucun média, parce que j'appartenais à personne. J'étais libre et indépendante, je disais ce que je veux, ce que je voulais. Bon, je me suis fait ramasser solidement. Puis, j'ai essayé en 2023 de m'intéresser à cette question-là, puis je me suis fait ramasser encore solidement. Fait qu'après 2 fois, je suis un peu craintive, OK? Entre autres, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, mon tableau, mais je pourrais vous le sortir. Je m'intéressais à la convergence, OK? À la convergence. Puis j'ai écouté cette semaine, c'est ça, un podcast. Où est-ce que je l'ai mis?
C'est un podcast qui s'appelle In the Meanwhile. C'est un podcast qui est paru au mois de mars, je pense. C'est deux journalistes de Seattle aussi qui font un podcast puis qui parlent entre autres du lien avec Bill Gates puis Epstein puis qui reçoivent Tim Schwab, l'auteur de ce livre-là là, sur le Gate Problem, qui a publié son livre en 2023. Puis j'ai lu un article aussi de lui, Tim Schwab, qui parle de l'anniversaire d'un an de son livre. C'était en 2024. Donc j'ai regardé un certain nombre de choses, mais il y a énormément de choses à dire et puis à fouiller là-dessus. Moi, j'ai essayé de le fouiller, de le documenter. Lui, il est chanceux, il a réussi à le faire, tu sais. Moi, j'ai voulu m'intéresser à certaines choses, puis j'ai pas été capable. Entre autres, j'ai essayé de faire un tableau sur la convergence. Sûrement que quelqu'un va arriver, puis il va le faire avant moi, puis il va le sortir dans un livre. Puis moi, je vais avoir été l'imbécile qui a essayé de le faire, puis qui n'a jamais été capable de le faire. Ok, mais j'ai essayé de faire un certain nombre de choses, puis il y avait tout le temps des bugs mystérieux, comme ma caméra la semaine passée. Alors, ma caméra, elle marche cette semaine, mais pourquoi elle marchait pas la semaine passée? D'ailleurs, c'était pas ma caméra, parce qu'évidemment, j'ai fait un live sur Facebook. Fait que ma caméra marche. C'était l'application qui marchait pas, c'était le bouton. Quand je pesais sur enregistrer, ça n'enregistrait pas. Fait que là, j'ai demandé à ChatGPT comment ça se fait, c'est quoi que je peux faire, mon application. Finalement, j'ai dit, je vais l'essayer. Puis là, j'ai ouvert mon application, puis ça marchait. Bon, alors pourquoi ça marchait pas la semaine passée, puis cette semaine, ça marchait? Ben, quand j'essayais de faire certaines recherches, j'avais de mystérieux bugs informatiques à répétition, jusqu'à temps que, bon, il s'est passé énormément de choses. Fait que je veux dire, la vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi la vérité? Moi, j'ai une quête de vérité vraiment très profonde. J'en ai parlé dès le début. Tu sais, justement, j'ai eu ma phase religieuse où je priais le bon Dieu de me faire voir la vérité en face. Puis, tu sais, j'ai un vécu qui fait en sorte que j'ai le goût de savoir la vérité. J'ai le goût de dire la vérité. Mais c'est complexe, la vérité avec un grand V. Je l'ai dit au début, la vérité, c'est une question de perspective. La vérité, c'est pas tout le temps noir et blanc. La vérité, c'est quoi, finalement? Puis, moi, ce que je disais en 2020, c'était refusé, réfuté, puis banni, puis censuré. Puis aujourd'hui, c'est ça. On est ailleurs. On est ailleurs avec Bill Gates. C'est des allégations des allégations qui ont quand même semble avoir des preuves de copinage quand même assez intenses là, avec Epstein. Au point d'avoir partagé des intérêts très personnels, puis il avait même offert d'aller dans sa maison au Nouveau-Mexique, tout ça. Donc, OK. Il l'a dit, là, Franz Olivier Gisbert. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté les 5, 10, 15 premières minutes, là. Dire la vérité, c'est dangereux, là. C'est pas comme... je veux dire, c'est pas être fonctionnaire, comprenez-vous? Moi, j'étais prof. J'ai étudié d'abord en communication, mais après, j'ai étudié en enseignement, tu sais. Mais je suis consciente là, que, tu sais, en enseignement, on est plus à gauche, puis en journalisme, on est plus à droite, parce que dans la nature même de la profession fait qu'il y a plus de compétition dans le journalisme, puis il y a moins de compétition, puis c'est plus le collectif. Puis c'est correct les deux ont leur raison d'être, tu sais. Mais, je veux dire, je généralise aussi, là, il y a des profs, des libres penseurs qui essaient de dire des choses, pas tout le temps évident non plus, essayer de dire quelque chose dans le milieu scolaire, nécessairement, tu sais. Mais c'est ça, il reste que dire la vérité, ça a un prix. Il y a un prix à payer à dire la vérité. C'est ça qui est en présentation du podcast là, de Stéphane Bureau. Comme je vous dis, que j'ai pas encore écouté, mais qui a quand même déjà me fait réfléchir là, à certaines choses. Mais je veux dire, tu sais, encore une fois, il y a plusieurs conflits d'intérêts, il y a plusieurs contraintes, il y a plusieurs enjeux éthiques, il y a toutes sortes de choses derrière ça. Parce que si tu vas travailler dans un média, mais comme je disais tantôt, tu peux te faire manipuler par les procédures, tu sais. Quelqu'un peut dire, ok, je t'appelle parce que je veux te rencontrer pour te parler de telle chose, mais, tu sais, là, ton patron, là, ton horaire, là, ton ci, là, ton ça, je veux dire, t'as pas le contrôle sur ton agenda, c'est ton chef de pupitre qui dit, va couvrir telle affaire, est-ce que lui est honnête, est-ce que ton collègue est honnête, je veux pas dire que tu suspectes tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es dans une entreprise, tu dépends des autres. Tu dépends des autres quand tu es dans un groupe, dans une collectivité. Quand tu travailles à ton propre compte, comme moi en ce moment, je publie sur Facebook, je publie sur YouTube, là, je veux dire, j'enrichis les GAFAM. Les GAFAM sont morts de rire. Là. Je veux dire, lui, eux autres, ils prennent l'information qu'ils veulent, puis ils font ce qu'ils veulent avec mon contenu, puis, il y a toutes sortes d'enjeux d'exploitation. Il y a des enjeux d'exploitation. Il y a des enjeux partout. Rien n'est parfait. T'sais, à gauche, à droite, rien n'est parfait. C'est mieux de travailler pour le quotidien
avec, personnellement, j'ai lu 2 articles d'une certaine personne, puis je me dis, non, cette personne-là, moi, c'est non. Cette personne-là, je veux pas travailler avec elle. Cette personne-là, je veux pas qu'elle m'influence. Cette personne-là, je veux pas qu'elle me... Non, cette personne-là, jamais que je voudrais être amie avec elle, comprenez-vous? Fait que des fois, c'est problématique. Si tu veux garder ton intégrité de travailler dans un organisme. Tu sais, tu travailles pour Québécois, ben, je veux dire, si t'es pas souverainiste, ça fait-tu? Si c'est ici, ça fait-tu? Travaille pour Radio-Canada, ben, si tu parles comme ceci, ça fait-tu? Puis si t'es pas fédéraliste, ça fait-tu? Puis ici, ben, tu l'es pas, mais là, tu te fais traiter de licheux de libéraux comme Jean-René Dufort. J'ai vu des commentaires haineux sur Jean-René Dufort. C'est pour ça que je dis, je prends pas personnel les commentaires haineux, là. Tu sais, n'importe qui sur Facebook en reçoit à la pocheter. C'est correct de débattre, comme disait Emmanuel Latraverse. C'est correct de dire notre opinion, mais maintenant, c'est la manière dont on le dit. Tu sais, traiter le monde de ce couple, puis c'est tellement gratuit. Puis comme Martineau, c'est tellement gratuit. C'est comme, on dirait un gars sur les médias sociaux qui est frustré, puis qui parle en majuscule. Je parlais même quand j'étais dans la rue, v'là 10 ans, là, c'est comme, mon Dieu, il est en retard des nouvelles, là. Reviens sur la terre, Martineau, là. C'est fini les majuscules, là, on se parle, là. On est rendu dans un dialogue, là. Lui, il pète les plombs, je sais pas trop ce qu'il est, là, mais... En tout cas, fait que c'est ça, dire la vérité, c'est pas vraiment évident, tu sais. C'est pas vraiment évident. Quand on essaye, ben... se faire des menaces, puis c'est ça. C'est vraiment pas facile de faire un travail rigoureux, puis tu sais, moi, est-ce que je peux m'asseoir là pendant 1 an puis écrire un livre sans que mon fichier s'envole, sans que mon ordinateur se fasse voler, sans que ma maison prenne en feu, sans que ci, sans que ça, que je prenne maximum sécurité, sans que des données disparaissent du web. Tu sais, cette semaine, j'ai fait une recherche. 2 jours après, j'essaie de faire la même recherche, je trouve plus le document, je trouve plus le site, je trouve plus rien. Faut que je fasse d'autres choses, ou que je bidouille, je réussis à le trouver pareil, tu sais. Mais pourquoi je le trouve plus en tapant les 2-3 mots-clés les plus simples que je suis supposée de trouver? Non, il faut que je bidouille, que je contourne. Là, c'est quoi? C'est-tu rendu qu'il faut être dans une secte pour avoir de l'information? C'est-tu rendu qu'il faut passer par ChatGPT pour avoir de l'information? Tu sais, il y a des enjeux aussi, là, tu sais, d'autonomie des personnes qui font de la recherche sur Internet à un moment donné. Je suis pas supposée d'être demandé à ChatGPT de me trouver un document parce que moi, je le trouve pas. Je suis supposée le trouver par moi-même. Moi, si je le trouve pas par moi-même, ben, faut que je demande à ChatGPT. ChatGPT, ben, c'est lui qui contrôle l'information. C'est un peu ça qui me dérange un peu parce que OpenAI, bon, c'est ça, j'ai des choses à dire. Mais ça fait 5 ans que j'ai des choses à dire. Je veux dire, ça faisait longtemps que j'en parlais des conflits d'intérêts de Bill Gates, parce que ça faisait longtemps que je parlais de plein de choses. Comme je vous dis, j'ai plein de choses à dire sur Bill Gates, mais pendant ce temps-là, 3 ans plus tard, il y en a un autre qui a publié un livre, puis moi, j'étais où? Je sortais de la rue, je travaillais chez IGA au salaire minimum, comprenez-vous? C'est pour ça que j'étais à gauche, parce qu'à un moment donné, la justice, c'est quoi, là? Tu vas 22 ans à l'école, je suis rendue à 28 ans à l'école, je sais plus combien de temps j'étais allée à l'école si on compte les crédits. Mettons, j'étais allée 25 ans à l'école, puis je travaille dans un IGA, t'sais. Je veux dire, pourquoi? C'est ça. Il y a plusieurs facteurs en cause. Des facteurs personnels, des facteurs externes. Les deux existent. Des facteurs sociaux, des facteurs psychos. Les deux existent. T'sais. Parlons de ça. Je pense que je vais sortir un autre de mes sujets que j'avais aujourd'hui qui était justement l'itinérance. J'ai décidé que j'allais toujours mettre à l'ordre du jour le sujet de l'itinérance, mais que j'allais pas nécessairement toujours en parler, mais qu'il allait toujours être là. Comme un point, tu sais, national, international, régional, politicien, politique, Mike Carney, PSPP, Éric Duhem et compagnie, j'y suis, les caquistes. Bon, je suis aussi le Parti libéral, mais on dirait que là, pour le moment, je sais pas comment vous dire ça. J'en ai parlé déjà de ça. Là. Vous irez écouter les choses que j'avais à dire là-dessus avant. Ok, mais j'ai lu cet article qui a été publié dans les actualités de l'UQAM. Je cherche la date. 23 avril 2026 à 14h. Comme je vous dis, je fais pas la revue de l'actualité de la semaine. Je fais mon bilan de la semaine, puis là-dessus, il y a de l'actualité, puis il y a des affaires, comme je vous dis, qui datent de 2008, là, avec Bill Gates, ok? Bon. J'ai pris beaucoup de notes aussi, mais j'ai pas révisé, là, avant de vous parler. Puis là, ça fait déjà 48 minutes, puis j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais sauter l'heure aujourd'hui. Ok, bon. On va lire l'article, ok? On va le lire, puis pas tout au complet, mais des choses. Ok, bon, on parle des personnes en situation d'itinérance, ok? Puis de la criminalité, de la surcriminalité. On dit qu'ils sont tenus à de 25 à 40% responsables des infractions aux règlements municipaux, alors que, dans le fond, ils représentent seulement 2% de la population. Fait qu'on comprend qu'ils sont surreprésentés aux criminels. Bon, là, il y a toutes sortes de choses encore. Bon, la prise en charge du judiciaire en situation d'itinérance. Bon,
Bon, la recherche, c'était ça. Ça portait sur les gens qui étaient pris en charge en situation d'itinérance, qui étaient poursuivis en vertu du code criminel. Bon, nous voulons évaluer dans quelle mesure les personnes itinérantes font l'objet d'une discrimination systémique dans leur rapport avec les juges, avocats de la défense et procureurs de la poursuite aux diverses étapes des procédures judiciaires. Placement sous garde policière, comparution, enquête sur la mise en liberté, verdict. Bon, ils ont fait une étude quantitative, mais ils pourraient aller interviewer du monde, là, puis faire du qualitatif, puis avoir des entrevues, là, comprenez-vous, pour savoir exactement l'expérience des gens. Bon, alors en fait, on dit que effectivement, ils ont eu des traitements préjudiciables, que leur infraction, c'est souvent les bris de probation, le vol, recel, bris de condition de mise en liberté, menaces et voies de fait. Il s'agit principalement d'infractions mineures. OK. Mais là, voyez-vous, c'est là qu'il y a des affaires qui ont du bon sens, puis il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, des choses qui relèvent dans bien des cas de stratégie de survie. Bon, OK, ça, c'est correct. Okay. Les chercheurs ont aussi relevé le poids disproportionné des accusations de bris de condition et de bris de probation de mise en liberté à l'endroit des PCI par rapport aux personnes non itinérantes. Les juges imposent souvent aux personnes itinérantes des conditions qu'il leur est difficile de respecter en raison de leurs problèmes psychosociaux, comme l'interdiction de consommer de l'alcool ou de la drogue, ou encore celle de fréquenter un périmètre donné dans l'espace public, contribuant ici à des arrestations répétées. OK. Quand t'as pas de place à dormir et qu'il faut que tu fasses 50 heures de travaux communautaires, tu dors pas, là. C'est juste pas possible de respecter tes conditions dans certaines... Je veux dire, c'est pas parce que tu prends de l'alcool, là. Tu peux être ça puis pas être capable de respecter tes conditions parce que t'as pas de place à dormir. Fait que manque de sommeil, pas de place à dormir, ça fait quand même des situations de bris de conditions qui sont majeures, puis c'est pas mentionné ici dans l'article. Les psys sont davantage en situation de détention au moment de leur comparution. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont... la grande majorité des personnes prévenues étaient défendues par des avocats en pratique privée. Ça m'étonne énormément. Alors, on parle de 85% contre 16%. Les itinérants, ils n'ont pas le moyen de se défendre en pratique privée, à moins que ce soit des grands criminels riches, du crime organisé, qui ont des millions en compte de banque, puis qui ont moyen de se payer des avocats. Je me pose des sérieuses questions par rapport aux gens que moi je fréquentais dans la rue, puis les gens par qui eux autres se faisaient défendre. Tout le monde avait des avocats de l'aide juridique, je comprends pas, là. Je comprends pas cette affirmation-là, cette donnée-là. Bon. Ensuite, ils disent que les gens ont plus souvent tendance à plaider coupable. Alors, quand t'as pas de place à vivre, puis qu'on te dit « T'as-tu fait ici? » Ben, c'est plus simple de dire c'est dur de te défendre. C'est dur de te défendre. C'est très, très dur de te défendre. Bon. La criminalisation lourde résulte, fragilise leur stabilité le restant. Excusez, vous pourrez aller lire aussi, là. C'est ça, en gros, que je voulais dire. Il y avait plusieurs choses, là, que je voulais dire, mais ça retirait mon... je dis tout le temps ça retirait mon attention. L'étude montre que les personnes itinérantes ne représentent pas une grande menace pour la sécurité publique. Bon, à la fin. Selon le professeur, l'étude montre que les personnes itinérantes ne représentent pas une grande menace pour la sécurité publique. J'en ai parlé il y a une couple de semaines, tu sais. Mais là, il y a des itinérants à la bibliothèque, mais là, c'est dangereux. Bon, j'allais dit ce que je pensais de ça. Encore une fois, c'est la société qui est dangereuse. Puis il y a des individus qui écopent à cause de ça. Parce qu'il y a des mesures de discrimination systémique envers des individus. J'ai lu encore des trucs sur les gens de la DPJ, là. Je pense qu'il en parle de ça dans l'article. Je suis pas certaine si c'est dans cet article-là que je l'ai lu, là. Mais tu sais, comme quoi, il était aussi plus tendance à avoir des problèmes de santé mentale. Mais, par exemple, OK, on sait que les gens de la DPJ sont surreprésentés dans la rue. Puis là, on dit, que les gens dans la rue ont des problèmes de santé mentale. Donc, on dit que les gens de la DPJ ont des problèmes de santé mentale. Mais les gens de la DPJ, ils ont vécu des abus systémiques à répétition, ces gens-là. C'est pour ne pas dire... Bon. J'aurais des choses à dire aussi là-dessus. Un jour, j'espère. Mais c'est pas parce que t'as vécu un abus que t'es pauvre que t'as des problèmes de santé mentale. Je pense que les gens, ils comprennent pas tout le temps, là, vraiment, c'est quoi, vraiment, la santé mentale. D'ailleurs, là, je vais étudier en travail social, mais si j'étudie en linguistique, c'est une chose que j'aimerais étudier. Bon, je vous dirai pas tous mes trucs, puis mes idées de recherche éventuelles. Un jour, peut-être que je le ferai quand même, là, tu sais. Un mariage entre la linguistique et les sciences sociales, c'est quand même intéressant.
Bon, une autre chose que j'ai suivie, c'est le rapport en retard. J'entends des nouvelles, là, tu sais. Le dénombrement de 2025. OK, on vient d'avoir les données, là, au début du mois d'avril, si je me trompe pas. J'ai juste regardé, là, les statistiques. Là, c'est des résultats préliminaires, là. Il y a rien, là, de qualitatif. C'est du quantitatif. OK, on a les statistiques de nombre de personnes en situation d'itinérance visible. OK, donc dans le fond, si on regarde, à Montréal, ils sont 5000 en itinérance visible. Donc l'itinérance visible, c'est t'es dans un refuge, t'es en prison, t'es à l'hôpital, t'es dehors sur un banc de pack. OK? L'itinérance invisible, c'est tu dors dans ton auto, t'es chez des amis, etc. Tu squattes en secret, les gens savent pas que t'es dans la rue. OK? Fait que, imaginez-vous combien il y a de personnes dans cette situation-là. Donc, c'est peut-être le double, je sais pas, là, c'est combien. J'ai jamais vraiment réfléchi à cette question-là avant l'instant présent. OK? Mais il reste que même l'itinérance, tu sais, je pensais même l'itinérance visible. Parce que souvent, on se trouve des spots cachés. Tu sais, est-ce que vraiment les itinérants se font trouver systématiquement? On dit que c'est des bonnes équipes, sont sur le terrain, ils dénombrent, mais d'après moi, il en échappe beaucoup du monde, sont cachés, là. Il y a beaucoup de monde qui ont des spots, là. Mettons, moi, j'allais me cacher à Québec dans un édifice. OK, un stationnement souterrain. Je passais par le stationnement, je rentrais dans l'immeuble, je montais au 4e étage, j'allais dans un locker, je dormais sur une planche de bois, là, dans le noir. Personne ne pouvait me trouver. Personne ne savait que j'étais là, ni le monde dans la rue, ni personne ne savait que j'étais là. Personne ne savait que j'étais là. Ben, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé mes sacs, des fois, j'ai laissé du stock. Mais personne ne savait où j'étais. À un moment donné, les locataires m'ont trouvé. S'il vous plaît, dites-le pas, j'ai vraiment besoin d'une place pour dormir. Mais j'ai squatté. Bon, mais on m'a pas dénombré, là. Comprenez-vous? On m'a pas dénombré. À Toronto, j'étais allée là, je lisais des articles sur les itinérantes féminines francophones. Il y en a pas. J'étais allée là, mais ils m'ont pas trouvé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut pas dire que parce que t'es là, ils te trouvent, là. T'sais, fait que sur 5000, c'est combien les chiffres réels? On dit que ça fait 12 000 au total. Donc, c'est juste pour vous donner les statistiques, là, les plus près de nous, excusez-moi d'être égocentrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais 5000 à Montréal pour avoir un ordre de comparatif, 1000 à Québec, 1084, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on dit 318. Bon, les comparables avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière. Bon, après ça, on a un peu plus dans les Laurentides, 779, Montérégie. Bon, finalement, je vous donne tout. 1033. En tout cas, c'est dans le tableau là, qui est disponible aussi sur Internet. Là. On peut plus mettre des liens facilement sur YouTube. Avant, on pouvait mettre des liens, mais là, il faut se faire, je sais pas trop, vérifier. Puis c'est compliqué parce que il me semble qu'il y avait une donnée que je voulais pas donner. Là. Mauricie Ensemble du Québec. Bon. OK. Il y avait des comparaisons avec les nombreurs précédents. Alors c'est ça que je voulais dire là-dessus, sur le visible et invisible. Mais j'ai rien inventé, là. J'ai rien inventé. C'est parce que j'ai lu l'article de Marie-André Chouinard publié le 13 avril qui parlait du dénombrement. Donc, je suis allée chercher la source. Là. Puis on dit que la situation préoccupe l'Union des municipalités du Québec qui parle d'une crise sociale et humanitaire. Ben, à Toronto, quand j'étais là, ils essayaient de faire reconnaître l'itinérance à Toronto comme une crise humanitaire majeure. Là, ils ont de la misère à avoir la reconnaissance que c'est une crise humanitaire. Bon. Un jour, je vous reparlerai des choses que j'avais dites là, par le passé dans des reportages que j'avais faits, que j'étais la seule à avoir fait, je sais, là. Parler de la surdose par opioïdes pendant la pandémie. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, je lisais des articles, aujourd'hui, comme je vous disais, sur Bill Gates, qui disait qu'il avait fait plus de mal que de bien en Afrique puis en Inde, en essayant de sauver du monde. Ils ont voulu essayer de sauver les itinérants, ils les ont mis dans des refuges hôtels, mais ils sont morts de surdose d'opioïdes. Ils n'ont pas eu la COVID, puis ils l'ont pas donné la COVID, mais ils sont morts sont suicidés littéralement, pas supervisés à s'injecter dans leur chambre, tout ça. Il y avait comme 700% de hausse ou je sais plus quoi, je l'avais calculé, je l'ai dans mes fichiers. OK? Bon, itinérance. Bon, une autre chose dont je voulais vous parler, c'était la fameuse mobilisation là, du Manitoba. Bon, attendez. PM Manitoba. New, je sais pas son prénom. Le premier ministre du Manitoba. PM N-I-E-U Manitoba. Wow! J'ai de la correction automatique là, d'une manière vraiment désagréable sur mon téléphone. WAB. Il s'appelle WAB New. OK? Bon.
qui veut faire interdire le sel chez les jeunes. Ça a fait de l'actualité cette semaine. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, ce gars-là. Je le suis. J'ai reposté un truc de lui sur ma page Facebook. Je trouve qu'il s'accroche. Vraiment, je le félicite, je l'encourage. Je trouve que ça demande du courage pour faire ce qu'il fait. Puis j'espère que les autres vont le faire aussi. C'est juste ça que je voulais dire. Comme quand Bernard Drinville il a assumé là, d'interdire le cellulaire dans les écoles, c'est déjà un bon move. Ça, je trouve ça vraiment génial. Bon. Ensuite, rapido presto, là, on a vu Ruba Gazal qui jouait aux journalistes là, plusieurs fois là, sur la question du logement. J'aime beaucoup Ruba Gazal, mais je veux dire, des fois, je trouve ça un peu... Comment je pourrais dire? Un peu... j'ose pas dire malaisant, mais de voir des journalistes, des politiciens qui jouent aux journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi tu vas pas faire du journalisme rendu là? En tout cas, c'est correct, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais ça me fait drôle de la voir comme interviewer des gens. Je trouve que ça la met en position basse un peu de jouer à la journaliste. Bon, c'est ça que je voulais dire. Je vais garder ça pour la fin. Il y avait elle explique sa recherchiste. Là, j'ai pas son nom, puis je pense pas que je vais la retrouver rapidement. Parce que c'est juste, je veux pas vous faire attendre. Je vais écrire recherchiste, elle explique. Elle fait des fois des vidéos. Elle aussi. Recherchiste, elle explique. Je sais pas si je vais le trouver. Alexandre Drolet, ils vont pas me le dire. Je sais que j'aime ça niaiser. Structure. Bon, je l'ai pas vite de même. Bon, je l'ai pas. En tout cas, elle explique. Elle a gagné des prix justement récemment. Là. Elle était bien contente. En tout cas, sa recherchiste. Okay. J'aime pas ça faire ça en ligne parce que je trouve que ça gobe du temps. Puis c'est pas trippant pour vous. Ça prendrait un co-animateur, puis un recherchiste, puis une équipe. T'sais. Des fois, c'est le fun aussi de travailler en équipe. Moi, je suis une fille d'équipe quand même à la base. 50-50. Moi, je suis 50-50. T'sais. Alors, sa recherchiste, je m'excuse, je vais vous mettre son nom en commentaire. Là. Elle faisait une vidéo dans laquelle elle est en train de se mettre du fond de teint, puis elle dénonce en fait là, l'attention qui est de plus en plus accordée à l'apparence, puis tout ça. Vous irez écouter sa pub, mais je trouvais que c'était contradictoire. Ça me faisait penser à Véro, genre que j'ai aussi publié, mais sur ma page personnelle, qui parlait des années 70. Les gens étaient donc bien obsédés par la minceur puis la maigreur dans ce temps-là, puis c'était donc bien incroyable les standards dans ce temps-là, puis comme si c'était pas ça aujourd'hui. Ça me fait un peu rire, tu sais. Plus je veux dire quelque chose qui sera sûrement pas politiquement correct, puis qui sera sûrement pas bien vu, puis bien accueilli, puis qui va sûrement être controversé, puis que je vais sûrement me faire canceller, puis on va me dire que c'est terrible de me mêler des affaires individuelles des gens, que les gens font ce qu'ils veulent, que nos corps nous appartiennent, tout ça. Moi, je trouve pas que nos corps nous appartiennent tant que ça. Je trouve que si toutes les femmes se font botoxer, à un moment donné, c'est rendu une pression sociale qui est inadmissible. Donc, je veux pas blâmer la personne qui le fait, mais quand je vois, par exemple, Anne-Marie Dussault qui est rendue qui a de la misère à articuler tellement qu'elle a du botox, puis qu'elle est tellement plus rendue fluide quand elle lit des nouvelles, je me dis, la pression de l'apparence est encore là aujourd'hui. Puis, à ce sujet, je vais vous montrer quelque chose. Ok, cette semaine, je suis allée voir une pub. Je suis allée voir les Nations Unies, là, la page Facebook des Nations Unies. Puis il y avait une pub, ça disait « Nous devons construire un monde où les femmes et les filles peuvent vivre en sécurité, s'exprimer librement et exister sur un pied d'égalité. » C'était un post du 19 avril. Après, j'ai essayé de le retrouver, je ne l'ai pas retrouvé, mais je l'avais pris en capture d'écran. Mobilisez-vous, manifestez-vous et défendez l'égalité des droits pour les femmes et les hommes partout. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Et là, si je vous la montre parce que je sais pas si vous allez la trouver, parce que moi, je l'ai pas retrouvée. OK, ça, c'est la pub. OK? C'est la pub de l'ONU. OK? On voit là une jeune Africaine, pas très vieille. 16-18. Elle est vraiment jeune. OK? Habillée avec un gilet bedaine. OK? Comme les filles au secondaire qui n'ont pas le droit d'avoir à l'école. Puis, quand même, un décolleté assez plongeant avec, des morceaux de tissu. Mais, une posture assez suggestive aussi. Bon, alors comprenez pourquoi je me pose des questions entre le copinage de l'ONU, puis de Bill Gates, puis d'Epstein. Je suis pas en train de porter des accusations. Je suis pas en train de dire des mensonges ou la vérité. Je suis juste en train de poser des questions. OK, je suis juste en train de dire, moi, ça me met mal à l'aise en tabarnouche de voir que l'ONU, c'est ça pour elle, l'égalité des femmes. Moi, c'est pas l'égalité des femmes.
Ah, mais on a le droit à notre corps, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut. T'sais, on va vous objectifier, on va vous mettre en avant comme comme de la marchandise sexuelle. On va vous dire que vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Mais au fond, dans le fond, ce qu'on essaie de vendre, c'est que vous serez toujours un objet sexuel. C'est un peu ça qu'on essaie de dire. Qu'on mette les femmes avec des voiles, puis qu'on leur mette juste les yeux, c'est très sexuel. Qu'on les mette... Tu sais, il me semble que c'est tout le temps sexuel. Il me semble qu'il y aurait moyen que ça soit... Comment je pourrais dire? Tu sais, l'égalité des femmes. On aurait pu voir une femme, genre... comment ça s'appelle? Don't Cry For Me, Argentina, là. The truth is I never left you. Je pensais à des femmes, tu sais, des femmes qui se sont battues pour le droit des femmes, pour l'égalité des femmes s'élèvent, des femmes importantes, qui prennent la parole, un mouvement féministe, quelque chose. Non, là, c'est genre une jeune femme habillée. Je trouvais ça inacceptable. Je trouve ça inacceptable. Je vous le dis, je trouve ça inacceptable. Je vais finir avec les nouvelles régionales parce que je pense que j'ai fait vraiment le tour de ce que j'avais à dire. Ce qui est là. Il y avait la mise à jour économique de Carney que j'ai suivie là, avec les réactions de Yves-François Blanchette que j'ai écouté 3 fois parce que je suis pas trop dans ce sujet-là. Fait que j'essayais comme de vraiment me mettre dans l'idée des tarifs. Je vous en parlerai pas, mais je suis ça. Il y avait aussi une photo d'enfant sur la page Facebook de Mark Carney. Bah, je trouve pas que mettre des enfants sur le net, c'est génial. Comprenez-vous, moi, j'étais un peu avec Bernard Dréville puis Wabnew, là. Je suis pas là à essayer de mettre en avant des enfants sur le web puis des photos de classe. Non. Moi, c'est non. Moi, c'est non. Alors, les nouvelles régionales. Non, je dis les nouvelles, mais c'est une façon de parler, là. C'est pour rire un peu, mais c'est pas si drôle. Il y avait, là, Marie-Carmen Laflamme qui avait lancé un défi à Paradis, puis il avait dit, oh, il va protéger là des sacs, si les sacs gagnent, puis finalement, on l'a juste vu dans le corridor en train de mettre le chandail, puis on l'a pas vu à l'Assemblée. J'ai trouvé ça un peu décevant, sérieusement. Je dis, tu lances un défi, c'est comme, vas-y à l'Assemblée nationale avec ton gilet des sacs, voir si t'es game. On l'a pas vu en tout cas, je l'ai pas vu, moi, personnellement. On y est peut-être quelque part, mais ce serait le fun de les voir. Ceci dit, parlant de Mme Laflamme, c'était le fun de les voir, elle, Yannick Gagnon et le maire. Je pense que c'était un souper je sais pas si c'était à la chambre de commerce ou quoi, mais on les voyait autour d'une table, tout le monde ensemble. Les caquistes, le maire, les péquistes. Moi, c'est ça pour moi la vraie collaboration. Puis j'étais fière de ma région quand je voyais ça. Je me disais, c'est le fun que les gens collaborent, ils s'assoient ensemble, ils mangent ensemble, ils travaillent tous pour la même cause, même s'ils sont pas des mêmes couleurs. Ça, je trouve ça noble, je trouve ça légitime, puis je mets ça de l'avant, je trouve ça vraiment trippant. Bon, il y avait des choses vraiment très, comment je veux dire, à l'ordre du jour, là, très régionales, ok? Bon, il y a une affaire, je sais pas si je vais en parler. Les jetons du maire, j'en parlais, ça fait 2-3 semaines que je vais vous en parler. J'en parle pas parce que... Là, avez-vous vu la vidéo du maire Boivin qui parle des jetons du maire? C'est un conflit d'intérêt avec les jetons du maire. C'est pour ça que j'en parle pas, parce que je fais beaucoup de choses bénévolement depuis vraiment très longtemps, puis j'en fais encore en ce moment, puis je veux dire, si je dis que c'est une belle initiative, j'ai l'air d'une fille qui en veut. Si je le dis pas, j'ai l'air d'une fille qui en aura pas. Je veux dire, quoi que je dis, j'ai l'impression que, tu sais, là, faut-tu que j'essaie de... Est-ce que ça encourage les gens? Un peu le système de crédit social en Chine, c'est ça un peu l'idée que j'ai eue au début. Tu sais, je me disais, OK, le bon citoyen, on va le récompenser, le bon citoyen. T'sais, finalement, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui sera récompensé à ma place parce que moi, je serais pas assez gentille, polie. Est-ce qu'il faut... Comprenez-vous, c'est un peu l'approche du Bill Chill, à mon avis, là. C'est un peu ça, là. On va te donner des beaux nananes si t'es gentil. Je sais pas comment penser ça. En même temps, à la base, je trouve ça le fun de récompenser des citoyens qui s'engagent pour des initiatives qu'ils peuvent avoir pris. Mais je me disais, mettons, j'en aurais un, est-ce que je serais mal à l'aise? Puis si j'en avais pas, est-ce que je serais mal à l'aise? Puis je pense que je serais mal à l'aise dans toutes les circonstances. Fait que, OK, je veux juste dire ça. Moi, je suis pas... Je compte pas dans ce jeu-là. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, je suis pas là-dedans. OK, genre, je veux pas être là-dedans. C'est ça que je veux dire. Je suis pas là-dedans. OK, oui ou non, je suis pas là-dedans. C'est ça que je voulais dire. OK, donc... C'est ça. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus pour l'instant. Oui, non, la police, l'UPAC qui sont arrivés en ville.
OK, le consul américain. Vous irez la voir, c'est quand même big. C'est big shot, là. T'sais, comme je vous disais la semaine passée, là. Soraya Martinez, elle est moins big shot que le maire Boivin en ce moment, à mon avis. C'est ça que je pense. Il est big shot, le maire Boivin. Il a présenté, là, au congrès de la Chambre des commerces, encore, j'arrête pas de dire c'est la Chambre des commerces, mais sa vision pour une métropole nordique, ça coûtait 85$ le couvert. Ben moi, quand les gens voudront que j'aille couvrir des événements pour des jetons, ben ils paieront mon invitation parce que je n'irai pas payer, moi, pour faire du journalisme amateur, slash citoyen, slash engagé, slash je sais pas quoi, de rue. OK? Bon, j'avais dit que j'en parlerais, je m'étais dit que j'en parlerais, mais j'ai un malaise. Conflit d'intérêt, comme je vous dis. Bon, je me répète, je fais comme mon père, je me radote. Bon, cette semaine, on a reçu un texto pour dire qu'il y avait un rinçage des égouts dans notre secteur. Là, c'est comme pour pendant 2 semaines. Mais là, est-ce que l'eau elle va être potable pendant ce temps? Pas un rinçage des égouts, un rinçage du réseau d'Aqueduc. Est-ce que l'eau elle va être potable ou pas? Il n'y avait rien là-dessus. Il y avait un lien, on va sur le site, la page internet, il n'y avait pas d'informations. Fait que je trouvais que c'était quand même la base de nous dire est-ce que l'eau va être potable, est-ce qu'il faut faire bouillir, est-ce que... Je sais pas. Je trouvais que ça manquait de clarté. Je trouve que la ville est imputable d'informer ses citoyens par écrit. Par écrit. OK, parce que j'étais en train de lire justement dans le livre là, sur les sociétés secrètes, là. Tu sais que l'écrit, c'est l'ennemi de la mafia. Comprenez-vous? Parce que l'écrit, c'est des traces, c'est ouvert, c'est public. Moi, les affaires orales, avec mots couverts, j'aime pas ça. Mais tandis qu'on parle de ça, moi, j'ai 2 choses que j'aime pas. Mots couverts, puis mots ouverts. OK? Je vais exagérer le ouvert. Moi, 2 personnes qui se parlent de même, puis des petits secrets, ça me tape ses nerfs. Moi, le secret, j'ai jamais aimé ça. Même avec mes amis au secondaire, quand ils essayaient de me dire des secrets, j'étais comme ça m'énerve, les secrets. Genre, je suis pas dans un secret. Moi, je serais jamais dans un secret, puis... non. Moi, j'ai trop étudié dans le don de l'information. Oui, j'en collecte de l'information, mais c'est toujours pour leur donner. T'sais. Mon but, c'est toujours de communiquer. Mon but, c'est jamais d'accumuler. Comprenez-vous? C'est la même chose que la richesse. Moi, il faut que ça circule. Comprenez-vous? Donc, je suis pas dans une logique d'accumulation de biens. De toute façon, vous avez juste à voir, mon toit coule, là, il y a 2 pots, 2 seaux par terre, il y en a un là. OK, je suis pas dans une logique mercantile, là, t'sais. Je suis dans une logique de jetons que j'aurai jamais parce que je déclare que j'en veux pas de jetons. Quoi qu'il arrive, quand même que non. OK. Donc, par écrit, un engagement clair, la ville, l'eau est potable, est-ce que c'est clair ou ben, peut-être, on va le dire par oral, mais on le dira pas par écrit parce que comme ça, on va pouvoir dire, bon, non, c'est par écrit, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit le texto, buvez votre eau, l'eau est potable, l'eau est pas potable. Que ça soit clair, par écrit. Je me répète. OK? Fait que les jetons, là, les jetons de la police puis des militaires, là, je suis pas sûr. Bon. Ensuite, j'ai écrit aux personnes concernées qui m'avaient dit de communiquer avec eux concernant la situation du muret sur la rue Williams pour avoir l'échéancier des travaux. Ben, j'ai pas eu de réponse à ça. On m'avait dit, ben, s'il y a quelque chose, communique avec moi personnellement. OK, fait que j'ai pas mis personne en CC, j'ai pas impliqué personne. J'avais la personne qui m'a dit, mais j'ai pas de service de cette personne-là. Donc, vu que j'ai pas de réponse, moi, je vais apporter une suggestion. OK, je ferai pas ça pour un jeton. Mais moi, à mon avis, c'est 2 jours, les travaux. Une journée pour faire le trottoir, une journée pour faire la pelouse. Au pire, 3 jours. Sinon, c'est pas plus que ça. Aplatir le terrain, le gravier, mettre de la pelouse, ça s'arrête là, c'est terminé. 2 jours, 3 jours maximum, s'il y a quelque chose, un bug, c'est pas dur 2 mois, là. C'est pas on commence à mettre de la pelouse, puis après ça, on met des comptes parce qu'il y a de la pelouse, puis après ça, 8 ans plus tard, on vient finir. Non. Lundi, mardi, mercredi, c'est fini. C'est ça mon échéancier. Prenez une date, 20 juin au 22 juin, c'est les travaux. Moi, c'est ça. Je vous donne une suggestion, là. Comprenez-vous? Je suis pas moi qui va contrôler les travaux, mais je vous dis que si vous me donnez pas d'informations, moi, je vais vous en donner de l'information. Ben, c'est mon approche en ce moment. Un peu partout avec les gens. Je leur pose des questions. C'est quoi ça, hein? J'ai pas de réponse. Ben, je vais te donner la réponse moi-même parce que ça m'énerve. Je vais la trouver, puis je vais la trouver, puis je vais la produire. Je vais la produire comme on produit des enfants. Bon, ensuite, je voulais dire qu'au côté du presbytère Saint-Édouard, la cour, là, c'est un dépotoir. Je sais pas si...
je sais pas c'est qui fait l'entretien du presbytère Saint-Édouard puis de l'église Saint-Édouard, mais il y a comme eu de la tourbe qui a été déposée là, puis à mon avis, c'est pas là qu'elle va la tourbe. La tourbe, elle va où le muret de Williams. Fait que, d'après moi, les gens qui ont livré la tourbe sur l'asphalte de la cour du presbytère Saint-Édouard, d'après moi, ces gens-là, OK, se sont trompés de place. D'après moi, ces gens-là se sont trompés. Hein, on va leur donner le bénéfice du doute. C'est une erreur. Ils vont aller ramasser leur tourbe, puis ils vont aller la livrer à la bonne place, au bon moment, dans un délai raisonnable, avec des frais minimums. Pas besoin de détruire l'asphalte à côté de l'église Saint-Édouard, puis de mettre des morceaux d'asphalte puis de terre un peu partout, puis de créer une espèce de dépotoir, là. Un dépotoir humain, là. Alors, c'est quoi cette négligence, là, de la fabrique, de la fabrique? De la fabrique. Bon, alors, j'offre mon aide, pas pour un jeton, OK? J'offre mon aide publiquement, par écrit, si vous voulez, OK? J'offre mon aide pour... pas pour faire la corvée, parce que... Comment je pourrais vous dire ça? La fille qui est allée 25 ans à l'école s'est fait exploiter pas mal dans sa vie, là. 6 ans dans la rue, j'ai donné, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, j'irai pas ramasser la tour puis venir la porter à Chicoutimi et de l'habiller à Chicoutimi, là. Il y a quelqu'un à quelque part qui est responsable d'avoir dompé ça là, puis cette personne-là devrait se ramasser. Puis la personne qui a défoncé l'asphalte puis qui a mis de la terre partout, puis il y a des... Bon, ils devraient se ramasser, ces gens-là. Parce que moi, c'est pas vrai que je vais aller passer le balai. OK, je comprends bien que Martineau, ils veulent qu'on fasse chacun notre part, mais je ferai pas la part des autres. Comprends-tu? Oui, j'en ai fait en masse la part des autres, mais justement, on m'a déjà reproché ça dans l'univers du travail. Marie, fais attention parce que les gens vont se fier sur toi. Fais des choses, puis après ça, les gens se fient sur toi. OK, fait que fiez-vous pas sur moi pour faire votre job à votre place. Le maire, la fabrique, peu importe la compagnie de construction X, Y ou Z. Parlant de compagnie de construction X, Y ou Z, moi, j'avais des questions sur GHD ou GDH. J'ai volontairement omis de vous donner la réponse juste pour que vous fassiez vos propres recherches. Non, je fais des blagues. GDH parce que je suis un peu dyslexique. C'est des ingénieurs. GDH, ingénieur. On va marquer ingénieur. On va voir si c'est ça. Parce que j'ai déjà cherché, mais comme je vous dis, je ne me rappelle pas une fois. GHD. Service en ingénierie, architecture et construction. OK? On me dit, j'ai parlé à un gars qui squattait là, dans le stationnement du Canadien Tire à la baie. Un monsieur avec un casque blanc qui est là avec son char, ses gros flashs. C'est haute, les phares, c'est haute. Qui est parqué là pendant je sais pas combien de temps. OK, comment je pourrais dire? J'appelais quasiment ça du flonnage, tu sais. Qu'est-ce qu'il faisait là, le monsieur? J'étais allé le voir, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous savez... excusez, j'ai fait ma journaliste d'enquête, là, genre. Excusez, monsieur, est-ce que vous savez c'est où le Potvin Bouchard? Non, je viens pas d'ici, madame. Le gars, il connaît rien, il vient pas du Saguenay, là. Il sait pas ce qu'il est, lui, dans la vie, OK? Il y a un char plaqué de l'Ontario loué. OK, puis il y a un casque de GDH. OK, vous travaillez pour qui, vous, monsieur? Je travaille pour GHD ou GDH, bon. OK, une multinationale. Donc, il me dit, j'ai dit, c'est où, ça? Le siège social est en Australie, mais nous, on est à Montréal. Excusez-moi, c'est quoi qu'un Africain plaqué de l'Ontario, le siège social de l'Australie, basé à Montréal, fait dans la cour du Canadien de Tire à la baie? Moi, je veux juste savoir ça. Au pire, dites-moi-les pas. Moi, je veux pas nécessairement avoir l'information. Comme je vous dis, je veux vous donner l'information. Juste comme, est-ce que vraiment... Non, je serais curieuse quand même. Tu sais, je serais curieuse quand même. De savoir, est-ce que vraiment on a fait appel à ces gens-là pour refaire la pelouse sur le bord de la route des Galeries de la Baie? C'est ça pour ça qu'on a fait venir une firme d'ingénieurs internationaux qui font des grands projets d'ingénierie, qui ont une expertise internationale puis des infrastructures publiques incroyables? C'est pour ça qu'on est rendu là. On est rendu des big shots. On est rendu des big shots au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est rendu des big shots au Saguenay. Ceci dit, là, c'était peut-être légitime là, puis quelqu'un l'avait appelé là, mais moi je suis comme, tu sais. C'est beau la collaboration puis l'internationalisation et la mondialisation, OK? C'est merveilleux, OK? La collaboration entre tous.
de toute nation. Comme je disais tantôt, c'est beau de voir Yannick Gagnon, OK, Luc Boivin, puis Marie-Caroline Laflamme, puis il manquait là le conservateur. C'est quoi son nom déjà? Député conservateur. Il aurait même pu avoir les autres aussi. Député conservateur Saguenay. Député conservateur. Je fais une pause en terminant. Je vais me rappeler. Richard Martel. Richard Martel, OK? Ça aurait été le fun qu'il soit là aussi. Bon, c'est juste lui qui manquait à l'appel, à mon avis. Ben, il y avait les autres, là, Alexis Brunel et compagnie, là. Mais bon, il était peut-être là aussi, mais en tout cas, c'est le fun de voir le monde assis ensemble, collaborer, peu importe leur nation, leur couleur, leur origine, tout ça. C'est merveilleux, tu sais. C'est merveilleux. Mais c'est le fun aussi de garder une couleur locale. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas d'être complètement dépersonnalisé, comme je vous disais, par les GAFAM, par les multinationales, par les... Tu sais, comprenez-vous? Quand je vous disais que c'est une compagnie là, étrangère qui offre des concerts candlelight à la cathédrale, ben, qui se font une cote énorme pour faire jouer notre orchestre symphonique, les 4 saisons de Vivaldi. Ben, c'est génial, ils sont intelligents, ils ont pensé à ça. On va démocratiser la musique classique, on va offrir des concerts à monsieur, madame, tout le monde pour pas cher, mais c'est encore trop cher, tu sais. J'ai rien contre les multinationales, mais c'est qui la personne de l'Espagne qui gère ma cathédrale? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas ma cathédrale en particulier, mais notre cathédrale. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pourquoi il y a autant... Pourquoi c'est BPA? Firme d'ingénieur... Une firme d'ingénieur international. Parce que le bip-bip, là, moi, je viens plus capable aussi, là. Un de mes amis qui m'a dit, l'année passée, ou il y a 2 ans, que même les camions... les 4x4 étaient rendus avec des bip-bip de recul, là. Comment c'était intrusif, ces bip-bip-là, toute la journée, là. Bip, 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 ça recule d'un bord et de l'autre tout le temps, là. C'est rendu intrusif. C'est comme les voitures avec les LED, là. C'est rendu avec des LED, des grosses lumières. C'est tellement intrusif. Puis c'était ça que je voulais vous dire tantôt. À mot ouvert ou à mot couvert, OK? À mot ouvert, là. À mot couvert, là, c'est les petits secrets. Moi, ça me tape ses nerfs, les petits secrets. Mais à mot ouvert, là, c'est genre... J'ai ma conversation ouverte ici avec un pur étranger, puis je suis à côté de l'autre à côté qui lui fait sa petite affaire à son travail, là. Ou bien au pire encore, qui est dans le 8e bureau à côté, puis là j'entends sa conversation. Oui, salut, ma grand-mère est morte hier! Oui, ok, c'est beau! Ok, oui! Je veux dire, je veux pas savoir, moi, tu peux-tu parler moins fort? Puis, tu peux-tu juste être discret? Parce que si à un moment donné c'est pour moi, puis c'est important, je vais savoir que c'est pour moi. Mais là, si tout le monde parle fort tout le temps ou pas fort tout le temps, c'est pas normal. OK? Fait que moi, tu parles normal, sur un ton normal. Quand t'as quelque chose à dire, tu me le dis. En pleine face. Puis moi, je fais la même chose aussi. Tu peux me le dire par écrit, tu peux me le dire au téléphone, pas obligé d'être en personne face à face. Mais ce que je veux dire, c'est tu m'envoies pas des messages codés par une colombe, là. Tu comprends-tu? Non, c'est parce que je regardais hier dans le livre, les Piridi, qu'ils appelaient, c'était les messages de la mafia, c'est des petits papiers. Des petits papiers. Bon. Il roulait ça, là, puis parce que, bon, il pouvait pas être là en présence, le chef de la mafia. Je me rappelle plus lequel, là, il parle de toutes les mafias italiennes, là. Puis il roulait des petits papiers, puis il mettait des codes, puis il cachait ça, puis les gens, bon. Je veux dire, ceci dit, si t'es sous contrainte, puis que t'as besoin de passer un message à quelqu'un, je trouve que c'est une bonne stratégie de faire ça. Mais ceci dit, bah, vaut mieux des conversations directes et ouvertes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, si vous avez quelque chose à me dire, vous avez mon adresse mhmaltais@mhmaltais.ca. Je n'engage que moi et ça n'engage que moi. Bon, comme je vous ai dit, une équipe, mais pas à tout prix. T'sais. Mais être seul aussi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. OK, fait qu'on réfléchit à tout ça cette semaine. Puis, comme je vous dis, si vous voulez des informations ou donner ou recevoir ou partager ou quoi, vous pouvez me rejoindre. Et puis, vous pouvez me poker ou m'écrire en commentaire. Puis aussi, je vais terminer en disant qu'il n'y a pas beaucoup de monde abonné à ma page. Mais, je veux dire, il y a quand même pas mal de monde qui... Comment je pourrais dire? Qui m'ont témoigné être au courant de mon contenu, on va dire ça comme ça. Puis, il y a quand même des gens, là, tu sais, je veux dire, c'est pas que tout le monde a le droit de m'écouter. Si c'était la télé, et puis on ouvrait la télé, puis on écoute là, pas besoin de s'identifier, comprenez-vous? Pas besoin de s'identifier en tant que tel.
j'étais un peu dans l'ambiguïté par rapport à ça, là. Tu sais, je veux comme inclure tout le monde, mais en même temps, je veux pas qu'il y ait comme... Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je suis un peu dans l'optique, c'est beau l'immigration, c'est beau les étrangers, mais il faut les intégrer. Fait que moi, si vous me dites coucou, si vous êtes bienvenus, si vous faites des commentaires, tout ça, mais c'est sûr que si vous venez d'un pays obscur qui parle même pas français, puis que j'ai aucune idée qu'est-ce qui vous amène ici, puis qu'est-ce qui vous intéresse, ben tu sais, n'hésitez pas à me dire, ah, moi je viens ici parce que t'as parlé de telle affaire, puis ça m'interpelle, ou tu sais, moi aussi, bon, peu importe, ok? Juste un petit coucou public, ça peut être public. Ou pas, vous n'êtes pas obligé non plus, comme je vous dis, c'est pas très discret non plus quand on s'abonne. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas très discret. Donc, c'est bien d'être discret. Tu sais, comprenez-vous? C'est bien d'être discret, mais tu sais, l'idée, c'est pas justement de dire hey, ta gueule, t'as-tu compris ta gueule? Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'exprimer librement, mais, comment je pourrais dire, respectueusement. C'est ça. Ok, fait que je vous remercie d'avoir été là, puis on se reparle la semaine prochaine. J'ai fait ça vendredi parce que, justement, j'ai eu raison. Salut!